Bonjour Monsieur Dicker, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview, ça nous fait grandement plaisir de vous avoir. Vous êtes donc l'un des écrivains francophones les plus vendus au monde et vous avez écrit récemment votre dernier ouvrage, hein, Un animal sauvage, publié aux éditions Rosy Wolf, vos éditions à vous. Alors, tout d'abord, nous vous avons rencontré lors d'une séance de dédicace pour des lycéens dans le but d'encourager la lecture. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notamment à cause des écrans, l'intérêt pour la lecture s'est quelque peu tari chez les jeunes? Et si oui, comment est-ce que l'on peut leur redonner envie et redonner goût à la lecture? Mais je pense effectivement que les gens lisent moins, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes, parce qu'on a cette malédiction dans la poche qui sont nos téléphones portables, qui sont à la fois des objets extraordinaires et géniaux en ce qui nous permettent de communiquer, et d'échanger, et qui sont aussi des calamités parce que ça crée une addiction et qu'on oublie que nos cerveaux ont besoin d'avoir aussi de travailler. Ils ont besoin de fonctionner et qu'un fonctionnement très important à la construction de nos cerveaux, c'est la lecture. Et c'est la lecture profonde, c'est-à-dire la lecture dans laquelle on se concentre, et sur du papier. Et ça, je ne vous le dis pas comme ça, je vous le dis parce que c'est scientifiquement prouvé que la lecture sur écran est une lecture qui se fait en F, c'est-à-dire qu'on lit une ligne et on descend, alors que la lecture sur papier est une lecture qui se fait ligne par ligne, qui est beaucoup plus intense et qui construit notre cerveau. Et, euh, et effectivement que la tentation de sortir notre téléphone portable et dès qu'on s'ennuie un peu, et moi le premier, hein, je ne suis pas en train de critiquer, moi le premier, on est à un rendez-vous et notre rendez-vous n'est pas là, ou en retard, ou on attend notre train, notre métro, notre bus. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'essentiel, on a ce réflexe de dire, qu'est-ce que mon téléphone va me raconter? Et je vous raconte ça parce que la lecture est une expérience pour ceux qui lisent qui est beaucoup plus forte et qui va nous offrir une sensation beaucoup plus intense. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, les gens lisent moins. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde aime lire, mais que tout le monde ne le sait pas encore. Et que en fait, c'est très facile de se mettre à lire ou de se remettre à lire. Et il y a des gens qui ne sont pas encore des lecteurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui étaient des lecteurs et qui ont perdu cette routine, j'ai envie de dire, cette action du quotidien, il faut le voir comme ça. Et alors, comment est-ce qu'on devient un lecteur? C'est très facile. D'abord, il faut trouver un livre ou se faire conseiller un livre qui va nous plaire. Quoi que vous aimiez, ça peut être du sport, ça peut être un essai, ça peut être une fiction, ça peut être un polar, peu importe. Trouvez ou faites-vous conseiller par vos parents, par vos professeurs, par les libraires, un livre. Et puis ensuite, dites-vous, bon, je vais lire tous les jours 5 minutes. 5 minutes, hein, vous mettez votre chrono et vous lisez pendant 5 minutes. Et je vous garantis qu'au bout d'une semaine ou 10 jours, vous êtes lecteur. Et que ces 5 minutes, vous éteignez le chrono et qu'elles passent automatiquement à 7, à 10 parce que vous avez envie de savoir, vous avez envie de lire. Et donc, il suffit d'initier ce processus. Ça prend une semaine et je vous encourage à le faire. C'est une longue réponse, pardon, mais je crois que c'est un sujet très important. Lire et faire lire, c'est essentiel. Mais justement, c'est lire et faire lire la devise de votre maison d'édition Oui. que vous avez fondée récemment, en 2021, il me 2000, oui. semble, Ouais, ouais, absolument. 2021. Qu'est-ce qui est le plus difficile d'ailleurs? Romancier ou éditeur? Et d'ailleurs, est-ce que c'est difficile de s'éditer soi-même? Parce que je sais pas comment ça fonctionne exactement pour vous. Alors, oui, alors, j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Rosier Wall. Je ne suis pas éditeur moi-même, je suis le patron de la maison d'édition. J'ai créé la maison d'édition. Euh, Ok. je suis le founder, comme on dit en anglais, vous voyez, par rapport à une entreprise. Par contre, je suis évidemment pas éditeur, c'est-à-dire que c'est pas moi qui lis mes textes en me disant mais bravo Joël, c'est merveilleux, voilà, c'est grandiose, bravo mon chéri. Non, non, j'ai une équipe qui travaille avec moi et pour moi, j'ai des éditeurs qui corrigent mon texte, mes textes. Et donc donc moi quand je suis éditeur, ça veut dire que par le biais de cette maison que j'ai fondée, je fais paraître d'autres livres que les miens. Et ça veut dire que je choisis les titres, que je participe à la relecture et au travail éditorial en partie, mais je ne suis pas éditeur, j'ai des gens qui le font, qui sont des éditeurs. C'est un métier à part entière. Vous écrivez sans plan, je crois, ce qui en a choqué plus d'un. Donc tout le monde vous pose la question comment vous faites? J'aimerais plutôt savoir pourquoi vous le faites ainsi. C'est une bonne question. Parce que j'ai un plaisir quand j'écris
qui est le plaisir de lecteur, le plaisir de ne pas savoir, le plaisir de me demander qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à ces personnages, qu'est-ce qui m'attend au détour de la page suivante. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui moi, me stimule beaucoup comme lecteur. Et j'ai le sentiment que j'ai développé sans y réfléchir plus que ça. Hein. C'est pas un dogme en me disant il faut écrire sans plan. C'est que vraiment, je me rends compte que moins je sais et plus ça m'excite, plus j'ai envie de comprendre, plus j'ai envie de découvrir. Et le travail d'un livre, pour moi, c'est un travail de longue haleine, c'est 2 à 3 ans, tous les jours, parfois 10 heures par jour. Et donc, pour arriver à me consacrer vraiment à ça, le moteur essentiel, c'est avoir envie de savoir. Et Et pour donc, avoir envie de savoir, il ne faut pas savoir, justement. vous vous plongez, j'ai envie de dire, un peu dans la page blanche directement, ou vous avez quand même une idée globale du récit? D'abord, je commence avec, je dirais même le plus important, c'est l'envie. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'écrire un livre, ce qui est une envie un peu comme, c'est un exemple peut-être un peu idiot, mais comme quand on a faim. Vous voyez, il y a quand vous faites à manger parce que vous devez faire à manger, parce que vous attendez quelqu'un et qu'on vous a demandé de faire à manger, ou vous faites à manger. Mais quand vous faites à manger parce que vous êtes seul chez vous, tout d'un coup, vous avez faim, et vous regardez l'heure et vous vous rendez compte que vous avez oublié de manger et que vous avez raté le déjeuner. Vous dites, tiens, j'ai faim. Vous dites pas, je vais manger. Vous dites, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et c'est excitant quand on a faim de se dire, qu'est-ce que je vais faire? On va à la cuisine, on ouvre le frigo, on se pose des questions. Et pour écrire un livre, ça commence par ça aussi. Il faut avoir envie de s'y mettre. Et puis une fois que je m'y mets, je commence par essayer de trouver une idée, une première idée. Ça peut être un personnage, ça peut être un lieu, ça peut être une action qui se passe et qui tout d'un coup, pour une raison que je ne peux pas expliquer, mais me dit, tiens, ça c'est pas mal. Hein, le c'est pas mal, entre guillemets, il est un bon guide parce que c'est une question d'appréciation personnelle. Et puis de c'est pas mal en c'est pas mal, on écrit, on avance, on fait intervenir un personnage et puis un autre. Après, on se relit, on trouve que c'est vraiment horrible, donc on efface tout, on recommence. Et ça avance comme ça, avec la certitude que ce qu'on écrit, on sait que chaque phrase qu'on écrit, chaque page qu'on écrit, il y a 95% de chances qu'on enlève tout ou partie. Alors que quand on enlève, quand on relit et qu'on enlève, on sait que chaque retranchement sont des nécessités. Donc en fait, dans un livre, plus on enlève et plus on avance. Vous parliez d'envie, même de besoin d'écrire. Je crois que c'est Maya Angelou qui avait expliqué, une poète essayiste américaine, il n'y a pas de plus grande agonie que de porter en soi une histoire non racontée. Est-ce que vous ressentez cela avant l'achèvement d'un livre? Je veux dire, tout le monde s'accorde à dire que vos livres sont les page turners, on a envie de tourner la page en permanence. Est-ce que vous ressentez la même chose quand vous l'écrivez? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir, mais au-delà de ça, j'ai besoin aussi qu'il y ait quelque chose qui soit encore plus concret que l'envie de savoir. Vous savez, je crois qu'un bon livre, alors à mesure qu'on le lit, on a l'impression qu'on tourne les pages parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe ou qui a fait quoi. Et puis une fois que le livre est terminé, quand on referme le livre, c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de la portée du livre. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, ce qui nous a plu, c'était pas tant de savoir qui a fait quoi ou qui était qui, c'était un ensemble. D'abord, ça peut être des retrouvailles avec ces personnages, ça peut être de passer du temps avec eux, puis surtout, il y a un écho. Les thèmes du roman doivent faire écho en nous et il faut que le roman y résonne. Et je crois qu'un bon roman ou un bon film ou une bonne série télé, on la mesure pas tant au plaisir qu'on a eu à l'avancement du roman, qu'à l'écho, à la résonance qui tout d'un coup nous fait tourner la tête quand on a terminé le livre. Je vois. Et alors, vous parliez tout à l'heure de 10 heures d'écriture par jour, parfois. D'un point de vue vraiment pratique, est-ce que vous vous mettez des limites, un nombre de mots? Je sais qu'en édition, on raisonne souvent en nombre de mots. Est-ce que vous vous donnez, aujourd'hui, j'écris ce chapitre-là, je fais telle chose, comme ça, vous planifiez votre écriture si vous planifiez pas l'histoire ou pas? D'ailleurs, on me dit souvent, quand je raconte un peu mes journées, je commence souvent très tôt et que j'écris tous les jours, etc., on me dit ah, vous êtes très discipliné. Ouais, Et je j'y réponds assiste un peu. que la discipline, pour moi en tout cas, la discipline, c'est pas d'écrire, c'est de pas écrire. Pour moi, la discipline, c'est pas. J'ai pas besoin de me forcer à ouvrir mon ordinateur ou à prendre mon cahier et à me mettre à écrire. Si j'avais besoin de le faire, ça serait, ça serait un mauvais signe pour le projet sur lequel je travaille. Ça veut dire que j'ai pas forcément de plaisir.
Il y a des moments de difficulté, il y a des moments, comme n'importe quel jour, où on sent moins, on tourne en rond, mais on a envie d'y aller quand même. Ça ne veut pas dire que c'est toujours satisfaisant. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de jours sans, mais on a envie d'y aller. On a envie d'essayer. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Et donc ça, c'est l'élément important pour moi. Et donc pour moi, le plus difficile parfois, ce qui demande le plus de discipline, c'est justement me dire, bah, il faut que j'arrive à m'extirper de ça et que je rejoigne aussi le monde de la réalité et que j'oublie un peu le monde du roman qui est fascinant parce qu'il est infini. Donc, ce serait quoi vos trois commandements du bon écrivain? C'est une- Non, c'est toujours difficile de donner des conseils ou des commandements, surtout en écriture, parce que l'écriture est quelque chose qui, pour l'essentiel, s'apprend, c'est très empirique, à la différence de beaucoup de métiers qui, eux, s'apprennent par un cursus. Si vous voulez être physiothérapeute, journaliste, médecin ou avocat, vous avez des cursus qui vous apprendront, c'est pas dire que vous serez le meilleur, mais vous avez un cursus où on vous apprend ce métier-là. Pareil, si vous voulez être musicien, vous allez au conservatoire de musique, si vous voulez être peintre, vous pouvez faire les beaux-arts. Euh, Si vous voulez être entraîneur de foot, le grand Zinedine Zidane, tout Zinedine Zidane qu'il est, quand il devient entraîneur du Real, il doit aller se former d'abord pour devenir entraîneur, avoir un diplôme. Écrivain, il n'y a pas vraiment de formation, ça s'apprend comme ça. Et donc, ça, c'est difficile de vous donner un truc parce qu'il y a, ou un commandement. Et ça paraîtrait un peu présomptueux pour moi. Mais si je devais essayer de donner quelques conseils, parce que je reçois souvent des demandes de lecteurs et d'auteurs, justement. Le premier, c'est quand on commence un livre, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et c'est une vraie question, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, bah, voilà, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet, mais j'ai écrit 15 pages, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais est-ce que vous avez vraiment envie de consacrer tout ce temps? On peut avoir une bonne idée, mais avoir envie de l'écrire, c'est autre chose. Je dirais que le deuxième conseil, c'est écrire, 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 recommencer, écrire. C'est-à-dire que c'est un processus qui est sans fin. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier constamment. Et puis le troisième conseil, c'est qu'à un moment donné, il faut oser aussi s'en séparer. Parce que écrire et réécrire, c'est bien, c'est important. Il faut que le livre s'améliore d'écriture en écriture. Mais à un moment donné, on pourrait aussi passer une vie entière à écrire le même livre. Il faut prendre ses responsabilités et dire, je le fais lire et le passer à quelqu'un pour que le livre puisse vivre sa vie. Et un petit conseil, faire lire, c'est bien, mais ne faites pas lire à trop de gens en même temps parce que chacun veut donner son avis et après, c'est très troublant. Alors, vous avez dit que l'un des conseils, c'était d'avoir vraiment, savoir pourquoi est-ce qu'on écrit ce livre, savoir, avoir envie d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui vous a donc motivé dans la rédaction de votre dernier ouvrage, Un animal sauvage? Le point de départ de ce livre, c'était le raconter Genève. C'était raconter Genève, qui est une ville particulière parce qu'elle est grande par son nom, parce que c'est une ville qu'on associe parfois à New York, on range dans la même boîte que New York ou Paris ou Londres. En même temps, c'est une toute petite ville de même pas 300 000, même moins de 300 000 personnes vivent à Genève même. Donc, vous voyez, c'est réduit. Et donc, c'est une ville des paradoxes, en même temps très urbaine, en même temps milieu de la nature. J'avais envie de raconter cette ville, ces paradoxes, de le raconter de l'intérieur. Et c'était vraiment le point de départ, et c'est ça qui m'a suivi tout le long. Et je crois que le premier personnage de ce roman-là, c'est Genève. Et donc, vous avez quand même, est-ce que vous êtes inspiré, alors vous êtes inspiré d'une ville en l'occurrence, est-ce que vous êtes inspiré de faits réels pour écrire vos énigmes, puisque généralement c'est des romans policiers, des enquêtes, est-ce qu'il y a des faits divers qui vous motivent dans la rédaction? Non, vous savez, les faits divers sont souvent fascinants, en espérant que ce soit rien de trop grave, mais dans fascinant, ce que je veux dire, c'est que on aurait de la peine à y croire si ce n'était pas vrai. Et donc, ce sont souvent des mauvais amis pour des romans, parce que les faits divers, si vous les transposez en roman, à moins de dire attention, c'est une histoire réelle, si c'est un fait divers que vous utilisez comme base de roman, il y a de fortes chances que les gens n'y croient pas. Alors que ça s'est passé vraiment, ce qui est assez fou. Votre style est assez marqué, en tout cas, moi j'ai été marqué par ça, par ce changement de temporalité
qu'on retrouve dans nombreux de vos romans, une alternance de flashbacks et de retour au présent, etc., qui s'intensifie, qui superpose, hein, créant une forme de labyrinthe temporel pendant l'histoire qui a pour seul dénouement la fin du roman. Et donc, poussant, justement, c'est ça qui pousse, je trouve, à tourner la page. À mon humble niveau, c'est ça qui m'a donné envie de tourner la page, en tout cas. Est-ce que c'est ça qui vous plaît, créer quelque chose vraiment d'apparemment insoluble, très mystérieux, qui au départ est totalement enfin, délié, vous voyez, et qui au final se réunit, se fusionne en une seule histoire, ou est-ce que c'est moi qui me suis fait une histoire et... Non, mais je ne sais pas si c'est ce que je cherche, parce que je ne cherche pas forcément la complication. Ce qui, moi, est important pour moi, c'est de faire un vrai voyage avec ces personnages-là. Et pour rencontrer les gens, pour savoir qui exactement est quelqu'un, on doit savoir d'où il vient, on doit savoir ce qu'il a vécu, on doit comprendre pourquoi il se comporte comme il se comporte. Et la réponse est toujours dans le passé. On ne connaît vraiment quelqu'un qu'une fois qu'on est entré dans son intimité, une fois qu'il nous a raconté son passé et qu'on comprend pourquoi il est comme il est. Et c'est pour ça que ces retours en arrière, pour moi, ils sont indispensables. Ce ne sont pas des artifices, ce ne sont pas des complications pour ajouter comme ça un peu de sophistication au livre, mais qui permettent de vraiment comprendre ces personnages, d'en faire des amis, j'ai envie de dire. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit, un ami, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. Et on a besoin de connaître ces personnages. Vous parliez justement de retourner dans le passé pour mieux comprendre les personnes. Si on retourne un peu dans votre passé, j'ai vu que vous aviez fondé à 10 ans avec un ami la Gazette des Animaux, Mhm. qui est une revue sur la nature et que vous avez lu le titre de plus jeune rédacteur en chef de Suisse. Est-ce que vous vous prédestiniez à une carrière de journaliste ou vous vouliez vraiment être romancier à l'époque? Non, enfin, je me prédestinais à pas grand-chose que en tout cas, moi, à 10 ans, j'avais de la peine à savoir vers quoi à quoi Avec Teto. je me destinais, mais j'aimais l'idée du partage de l'écriture. Et j'aimais dans le journal, d'abord cette récurrence, ce rendez-vous, de me dire tous les mois, j'écris quelque chose. Et puis, ce rendez-vous avec des lecteurs qui prolongent l'existence du texte, puisque vous écrivez votre texte au jour 1, que vous l'imprimez au jour 3, 4, 5, qu'il est envoyé au jour 7, qu'il est lu encore une semaine après par quelqu'un qui vous écrit un mot, et donc qui vous écrit un mot que vous recevez quelques jours encore après. Et donc, il y a cet échange, il y a cette vie du texte qui est au fond, l'écriture et la lecture sont deux exercices très solitaires, mais qui mettent les gens ensemble. C'est ça qui me plaisait, de retrouver des lecteurs par le partage d'un texte. Ce que vous avez toujours, d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'était dans une interview où vous expliquiez que vous appréciez voir votre livre passer en presse à un moment, que c'était un Oui, aboutissement, un achèvement. c'est quelque chose, c'est le moment du passage, c'est la concrétisation, pas seulement par l'existence de l'objet, mais parce que c'est la dernière étape avant qu'il parte et qu'il soit lu par d'autres, par des gens que je ne connais pas, qui vont se l'approprier, qui vont l'imaginer, qui vont le recréer. C'est le but, hein, parce que dans mes livres, je raconte pas tellement comment sont les personnages, je décris pas, je les décris pas physiquement, je laisse les lecteurs se les approprier et imaginer comment ils sont selon chaque lecteur. Et ça qui est beau, c'est quand on a vu un film, on peut être 1000 à avoir vu le même film, on a vu le même film. Quand on est 1000 à avoir lu le même livre, il y a eu 1000 lectures différentes. Et ça me plaît beaucoup. Vous veniez de nous présenter là donc votre vie d'écrivain, votre façon d'être écrivain. J'ai envie de dire, ce que moi demain, je veux être écrivain. Comment est-ce que je fais? Par quoi je commence? Je veux dire, vous écrivez sans plan. Est-ce que moi je dois essayer de commencer avec une technique spéciale? Je sais pas. Comment je Non, fais? je pense que le plus difficile, c'est d'arriver à comprendre, à découvrir sa méthode, à la comprendre et à travailler d'une façon qui vous convient à vous. Et c'est difficile, je trouve que c'est impossible de vous donner un conseil comme ça parce que ce qui vous convient n'est pas forcément ce qui me convient. Un exemple tout bête qui fait de mal à personne, moi je sais que les heures pendant lesquelles je suis efficace et je travaille bien sont les heures du matin tôt. C'est physiologique. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je préférais me coucher à minuit et me lever à 4 heures pour réviser que me coucher à 2 heures, réviser jusqu'à 2 heures du matin et me lever à 6 heures. Le temps de sommeil est le même, mais c'est pas la même chose. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres
selon chacun. Et donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces la nuit. Moi, je sais que je suis efficace le matin tôt. Et c'est des petites choses comme ça qui permettent de se rendre compte quel est le meilleur moment, à quel moment est-ce qu'on est le plus frais, qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce que certains préfèrent avoir un plan parce qu'ils se disent, bah, au moins je sais où je vais, ça me rassure. Et c'est très bien. D'autres, comme moi, se disent, bah, moi, je veux pas un plan parce que ça me permet de marcher ou de fonctionner sur le plaisir. Donc, il faut essayer, il faut s'écouter, il faut pas demander trop l'avis des gens parce que chacun a un avis et il faut trouver ce qui nous convient à nous. On vit dans un monde où on a parfois beaucoup tendance à chercher la validation des autres pour quelque chose qui est personnel. L'écriture, c'est très personnel et donc c'est l'occasion, si vous avez envie de vous mettre à écrire, de découvrir ce qui vous convient à vous et peut-être pas forcément aux autres. Donc au final, c'est peut-être ça le commandement. Chercher ce qui est personnel, chercher sa propre voie, c'est ça. Cherchez ce qui vous convient. Et ben c'est ça que nous retiendrons, je pense. Merci beaucoup, Monsieur Joël Dicker, d'avoir Merci à pris le vous. temps. Merci, c'était Et un plaisir. Je voulais vous dire que je rentre de 6 mois de promotion dans différents pays où j'ai fait des interviews vraiment par centaines. Et ben, le vôtre était, de tous ceux que j'ai fait, un des mieux préparés et les plus agréables. Donc, je vous en c'est remercie. gentil. Ça Vous fait avez une très longue plaisir. carrière qui vous attend. Merci beaucoup, Monsieur Plaisir, et je Dicker. reviens vous parler quand vous voulez. Vous avez le contact. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Passez une monsieur. belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir.